Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vous propose que nous attendions encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a un écran qui traîne quelque part que personne ici, ça, tu sais? Peut-être dans les placards, mais sinon, on va voir effectivement. Je pense que les écrans, ils sont souvent déjà loin. Peut-être plus quand ils me droit, je pense. Juliette, je te propose de me faire signe quand tu penses qu'on peut démarrer.
Je pense qu'on peut démarrer. Oui, Là, oui. hein. D'accord. très Encore bien. peut-être une minute, mais je pense qu'on peut y aller. Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Ah, bah. Sur le fil. Mais écoutez, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par l'Alliance HQE-GBC pour présenter l'essentiel du système de management de l'opération, SMO, une méthodologie pour la réalisation de quartiers durables accessibles à tous. Donc cette présentation, nous vous la proposons à 3 voix et je vous propose qu'on commence par se présenter. Donc, je suis Rachel Chermain, directrice de l'Alliance HQE-GBC. Étienne, si tu veux te présenter. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Étienne Saint-Aubin. Je représente l'Ordre des géomètres experts au sein de l'Alliance et membre du conseil d'administration. Yes, c'est bon. Nicolas. Bonjour à tous, Nicolas Moyoli. Moi, je suis chargé d'opération VRD chez l'aménageur Terre et Développement, basé en Alsace. Et Juliette, si tu veux te présenter également. Juliette Roca, donc responsable communication à l'Alliance HQE-GBC. Très bien. On va juste vous demander à tous de bien vouloir fermer vos micros pendant la présentation. Vous pourrez poser vos questions via le chat. On y répondra à la fin et on répondra aussi, bien sûr, aux questions que vous souhaiteriez poser directement à la fin de la présentation. Donc, cette présentation se compose en 3 grandes parties. Tout d'abord, une présentation de l'Alliance HQE, une introduction théorique sur ce qu'est le SMO. Et ensuite, un zoom sur chacune des étapes du SMO avec l'exemple de 3 cas pratiques. Un projet réalisé sur les communes, des projets réalisés sur les communes de Frouzin et Avignonnet-Lauragais en Haute-Garonne, qui seront présentés par Étienne Saint-Aubin, et le projet Terre ad Vitam à Kingersheim dans le Haut-Rhin, qui sera présenté par Nicolas Moyoli. Donc, tout d'abord, quelques mots sur l'Alliance HQE-GBC. L'Alliance est une association qui a été créée en 1996 avec le soutien des pouvoirs publics et qui a été reconnue d'utilité publique en 2004. Elle compte environ une centaine de membres, des professionnels engagés pour le bâtiment et l'aménagement durable, qui représentent l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage et d'usage, les professionnels de la construction et de l'exploitation, les architectes, les aménageurs, les centres de recherche, les certificateurs, les bureaux d'études, les collectivités territoriales et certainement d'autres que j'oublie. Et l'Alliance HQE-GBC est également membre français du World Green Building Council. Par les démarches volontaires qu'elle suscite en France et à l'international, l'association agit dans l'intérêt général pour anticiper les futures réglementations et innover de manière collaborative en lançant des expérimentations, définir des outils qui permettent d'accompagner les acteurs, et on parlera bien sûr de ces outils tout à l'heure, améliorer les connaissances, diffuser les bonnes pratiques et représenter et promouvoir le secteur du cadre de vie durable. Et donc, parmi les outils que l'Alliance HQE-GBC publie, il y a bien sûr le cadre de référence HQE Bâtiment et HQE Aménagement, qui sont porteurs d'une vision globale, transversale et multicritère, fondée sur l'équilibre entre 4 engagements indissociables, que sont la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. Et donc, c'est notamment cet engagement du management responsable qui est l'objet du SMO que nous allons vous présenter.
Alors, tu es allé un petit peu vite, je crois, Étienne. Les objectifs des travaux menés en co-construction par l'Alliance sont vraiment de créer un langage commun, de faire évoluer les pratiques des professionnels et de valoriser des projets. Nos travaux s'adressent à tous, ils sont libres d'accès pour que chacun puisse les reprendre à sa volonté. L'Alliance HQE-GBC est dépositaire de la marque HQE, qui est délivrée ensuite par les certificateurs Certivea pour la partie aménagement tertiaire et infrastructure, et Cercal pour la partie résidentielle. Et ils s'appuient sur nos cadres de référence, justement, pour créer les référentiels de leur certification. Tu peux avancer, Étienne, merci. Donc, le cadre de référence HQE Aménagement est une démarche pluridisciplinaire de pilotage d'opérations durables qui aide à gérer la complexité et les temps longs de la fabrique de la ville et des territoires et qui répond à la fois aux enjeux climatiques, considérant les limites planétaires, et aux nouvelles aspirations et pratiques citoyennes. Elle peut s'appliquer à toute opération d'aménagement sans distinction de taille, de procédure, de contexte territorial ou de destination. Et la démarche HQE Aménagement est basée sur le couple collectivité-aménageur en associant tous les professionnels qui portent le projet. Elle s'adresse donc à tous les acteurs de l'aménagement, qu'ils soient publics ou privés, quelle que soit leur taille, leur ingénierie et leur capacité d'expertise en interne. Donc, les travaux sur le cadre de référence HQE Aménagement ont été lancés dès 2010 et la dernière mise à jour du document date de 2022. Et donc, ce cadre de référence a deux composantes essentielles, le SMO, qui fait l'objet du webinaire de ce matin, et une analyse thématique nourrie avec 19 indicateurs. Donc, si tu veux passer sur la slide suivante. Oui, tu veux dire quelque chose, Étienne? Non, d'accord. Donc, concernant le SMO, donc trouver des réponses adéquates aux enjeux évoqués précédemment nécessite une démarche structurée, mettant en avant l'importance des phases amont pour re-questionner les besoins, mais aussi conduire les études et les analyses nécessaires à établir et partager une vision transversale des enjeux propres à chaque opération dans son contexte donné, d'où l'importance de cette méthodologie pour la réalisation de quartiers durables accessibles à tous. Le système de management de l'opération est un fil conducteur du cadre de référence. Il répond spécifiquement au pilier management responsable du cadre de référence HQE Aménagement. Il facilite bien sûr le dialogue entre les acteurs et les parties prenantes, l'optimisation de l'opération ainsi que la transparence et la traçabilité de l'opération. Cette méthodologie propose un système de gouvernance qui est d'ailleurs valorisé par le ministère de la Cohésion des Territoires et qui peut être utilisé dans le cadre de la démarche écoquartier, puisqu'il est possible de le mettre en œuvre avec ou sans certification HQE. Et donc la méthodologie, comme je vous le disais, est déjà présente dans le cadre de référence HQE Aménagement, mais elle a été remise au goût du jour en novembre 2023, plutôt sur la forme que sur le fond. Et le SMO, maintenant, peut se porter indépendamment. Il a sa propre communication via un support spécifique. Donc, comme on le verra tout à l'heure, le SMO est composé de dispositifs de déroulement, de pilotage, de participation et d'évaluation en continu dans chacune des phases. Et nous avons identifié 6 phases qui jalonnent le déroulement d'une opération: la phase de lancement, la phase d'analyse initiale, la phase des objectifs d'aménagement durable, la phase de conception et de choix des actions, la phase de mise en œuvre et la phase de bilan et capitalisation. Donc, on reviendra un peu plus en détail sur chacune de ces phases et on les illustrera par des cas concrets. Et enfin, donc, l'autre composante du cadre de référence HQE Aménagement est donc une analyse approfondie et nourrie de 19 indicateurs
qui sont issus du test HQE Performance Quartier, toujours selon une approche globale et multicritère, puisque c'est ce qui fait l'ADN de l'Alliance HQE-GBC. Ce guide pratique vise à montrer comment transformer ces indicateurs en actions pratiques pour les acteurs de l'aménagement opérationnel. Et ils sont là pour être utilisés tout au long du projet, pour comparer l'avant et l'après, et se demander si on a bien atteint nos objectifs ou s'il faut revoir la procédure. Voilà, donc je vous propose qu'on entre maintenant dans le détail des différentes phases du SMO. Du coup, on va vous présenter rapidement les 3 cas pratiques. Voilà, Oui, pardon, excuse-moi, je fais un peu vite. Voilà, on va vous faire Oui, juste bien une petite sûr. présentation des 3 cas pratiques, très succincte, et après, on verra l'application. Je te laisse la parole, Étienne. Merci. Du coup, la première, c'est une opération, donc c'est une grosse dent creuse au sud de Toulouse, qui fait un peu moins de 10 hectares, là, sur la commune de Frouzens, qui est traversée par un canal artificiel, mais avec des espèces protégées, et sur lequel, du coup, il y a eu une ouverture à l'urbanisation encadrée avec une orientation d'aménagement, donc on reviendra dessus, et avec un double opérateur privé, bailleur social, et avec un gros soutien et surtout une grosse présence de la collectivité. Donc le deuxième, c'était l'idée de montrer une opération une petite opération beaucoup plus rurale, puisqu'on est à moins d'1 hectare là, sur la commune d'Avignonnet-Lauragais, donc au sud-est, dans le sud-est toulousain, entre Narbonne et Toulouse, voilà, pas loin de l'autoroute en fait, la 61. Le village étant classé, et là c'est la collectivité qui a porté en fait le projet. Ils avaient déjà des bâtiments et des projets là, de city-stade. Et donc, ça permettait d'avoir à la fois ils ont des bâtiments d'activité, des bâtiments pour les jeunes, et ils voulaient une petite opération de logement pour accueillir un certain type de population. En fait, ils ont voulu développer eux-mêmes leur commune. Voilà. Nicolas. Oui, donc moi je vais vous présenter notre opération sur Kingersheim, du coup qui est à la frontière avec Mulhouse. Il s'agit d'une ancienne friche industrielle de 4,6 hectares. Cette friche était à l'abandon depuis plus de 40 ans sur cette commune. Donc là, vous voyez l'emprise du lotissement. Et voilà, là, sur les vues aériennes, on peut voir que sur la partie avant du site, où se trouvaient tous les bâtiments industriels abandonnés, et sur l'arrière du site, voilà, l'espace vert qui était inutilisé, qui rentre également dans le cadre de notre projet. Et donc maintenant, Rachel, à toi. Très bien. Donc, en effet, on va maintenant entrer dans un peu plus le détail des différentes phases du SMO, qu'ensuite Étienne et Nicolas vont illustrer avec leur projet. Donc, la phase 1 correspond à la phase de lancement. Une opération d'aménagement durable requiert un travail de réflexion plus important, plus global, plus poussé et plus partagé. Elle doit s'inscrire en cohérence avec les politiques d'aménagement durable des territoires et avec les choix de planification du territoire. L'engagement conjoint dans la démarche est un préalable essentiel. L'adhésion des acteurs de terrain, notamment des décideurs, est en effet indispensable pour la bonne conduite de la démarche au bénéfice de l'opération. Et la phase 2, donc, qui est la phase initiale, la qualité et la complétude des études et l'association des parties prenantes en amont sont essentielles pour le bon déroulement ultérieur de l'opération en conception et en réalisation. Elles permettent de réduire les délais, les risques de toute nature et aussi les coûts. L'analyse doit se conclure par un temps d'interrogation quant à l'opportunité de l'opération, d'autant plus dans une situation d'artificialisation des sols. Donc, je vous laisse présenter par rapport à vos projets. Oui, donc du coup, donc là, on est bien sur une démarche. Donc c'est pas
c'est pas une grille avec des points, c'est une démarche. Donc on commence par définir le cadre. Et déjà, la première étape, c'est de savoir quelles vont être les parties prenantes et à quelles étapes. Donc là, en l'occurrence, sur Frouzens, on avait donc la commune, les aménageurs. On a mis les propriétaires fonciers initiaux dans la boucle parce qu'il y a une valorisation foncière qui dépend aussi de ce qu'on peut y faire et de l'économie globale du projet, notamment avec le financement d'équipements publics en dehors de l'opération. Donc s'ils ne sont pas dedans, ben, ils ont un peu plus de mal à comprendre pourquoi peut-être le voisin a vendu plus cher et lui il va vendre moins cher. Voilà, on a donc l'équipe pluridisciplinaire. En l'occurrence ici, comme c'était une modification de PLU, mais assez importante. On a toute l'administration qui est rentrée assez tôt dans la boucle, puisqu'on a mené de front en fait la partie modification PLU et l'opérationnel. Et enfin, ben, bien sûr, il y avait la population locale où il a été décidé de faire 2 réunions publiques à des étapes clés. Donc c'était lors des premières esquisses, avant le dépôt des permis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on choisit de manière collégiale au départ, c'est-à-dire de se fixer en fait les principes de concertation et de participation. Voilà. Après, du coup, ben, sur la phase 2, un peu, c'est l'analyse initiale. Donc là, en l'occurrence, on a fait une étude d'impact, même si on n'était pas soumis de manière systématique. Donc ça a bien nourri le côté tout ce qui est analyse environnementale, ce qui a permis justement d'identifier, ben, voilà quoi. On avait un gros enjeu là sur l'axe central avec le cours d'eau et une espèce protégée. Et après, le reste étant des zones agricoles de grande culture, il y avait beaucoup moins d'enjeux. Donc ça, c'est au niveau environnemental. Après, il y a ce qu'on a, Rachel vous a présenté au début, il y a tout l'aspect multicritère. Donc on regarde l'emplacement des services, les transports collectifs aussi. Donc là, il y avait une nouvelle ligne de bus haute fréquence qui venait juste d'être inaugurée, qui reliait le métro de l'aire toulousaine avec la collectivité. Donc il y avait les arrêts de bus qui étaient positionnés. Voilà. En parallèle, la collectivité était en train de créer là, une nouvelle école ici, donc sur un terrain assez réduit. On a identifié qu'il y avait aussi un parc, parce qu'on est à la limite avec une autre commune, avec la commune de Villeneuve. Et donc, du coup, il y a le parc de la commune de Villeneuve qui est à proximité. Et après, voilà, on a toute une série de commerces là qui sont un peu en mutation. Donc ça, c'était pour Frouzens. Ça nous permet de tirer un diagnostic et l'état zéro en fait du site, et pas que urbanisme, environnement, mais au niveau bâti, au niveau activité, transport. On fait un diagnostic complet. Sur Avignonnet, Lauragais, donc la petite opération rurale, on a défini donc au niveau la structure de portage en fait de l'opération. Donc on avait la collectivité et l'aménageur qui étaient les mêmes. Par contre, on s'est posé la question au sein des élus qui allait intervenir à quel moment. Voilà. Au niveau du public, c'est pareil, on a vu quand est-ce qu'on allait positionner le public et les retours du public. La particularité, c'est qu'on a fait aussi intervenir l'organisme de logement social parce qu'il voulait qu'il y ait quelques logements sociaux pour que ça fasse du locatif et donc on va dire, du renouvellement de population de manière assez fréquente, plutôt que de l'accession, 100% d'accession, où on peut avoir une stabilité, que ça se fige dans le temps, et donc au niveau typologie et âge des habitants, ça soit bloqué. Comme le village est un site classé et assez remarquable, on avait l'architecte des bâtiments de France dedans. Et après, par la suite, on a rajouté aussi les jeunes, puisqu'ils avaient le foyer, le City-Stade. Donc, ils sont venus participer en fait, à la construction autour de l'opération. Et donc là, après, ben là, on voit, là, c'est l'idée d'avoir l'analyse croisée avec voilà, le contexte territorial, les densités existantes, les mobilités. En fait, il y a à peu près 19 thèmes. On n'est pas forcément concerné par les 19 thèmes, mais on dresse tout un bilan au départ et un diagnostic. Nicolas? Oui. Donc moi, je vous présentais pour la partie
friche industrielle à Kingersheim. Donc là, vous pouvez voir les différents schémas qu'on a fait au début de l'opération, donc la structure de portage, composition et fonctionnement des équipes. Donc, donc, nous, Terre et Développement, en tant que maître d'ouvrage, donc on travaille main dans la main avec la commune de Kingersheim pour ce projet. Il y a eu plusieurs réunions pour leur présenter notre projet. Il y a eu une modification de PLU également pour pouvoir déposer notre permis d'aménager. Voilà, on définit un peu ce que chaque acteur doit réaliser dans ce projet. Donc, notre bureau d'études, structure, bureau d'études des pollutions, la commune, les différents intervenants. On a également fait des réunions de présentation avec les riverains, parce qu'il y a trois riverains qui habitaient tout au bout d'une allée, au bout de cette friche, qui étaient fortement impactés par ces travaux. Plusieurs réunions pour échanger avec eux, pareil, prendre en considération leur requête également. C'était une friche qui était à l'abandon depuis plus de 40 ans. Voilà, pour la partie là. Donc là, les OAP, donc on verra plus après sur les différentes phases. Mais en gros, on a deux accès sur notre secteur. Donc un accès par la rue de Cherbourg, un accès rue de Guebwiller, une liaison piétonne avec la rue du Drumont qui est au-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on verra, c'est des choses qu'on a repris dans notre projet. Par rapport à ça, il y a eu des diagnostics également qui ont été faits sur la friche, plusieurs études pollution, des états des contraintes de ce site, effectivement, pour répondre au plus juste aux différentes thématiques dans le cadre du HQE aménagement durable. Voilà. Alors, pour poursuivre sur les phases 3 et 4, donc la phase 3 correspond à la phase des objectifs d'aménagement durable. Le choix des niveaux d'exigence attribués aux objectifs est un temps politique fort. Il en va de même de la signature conjointe de la charte d'objectifs pour pérenniser les engagements qui vont être pris sur l'opération. À ce stade, en dépit de la pratique courante, on estime qu'il ne faudrait pas produire d'esquisse du projet. Les phases amont sont en effet essentielles dans la réflexion et la proposition de visuels ou d'images de référence doit être réalisée avec prudence, car les implications dans les choix politiques ou les processus de concertation peuvent être préjudiciables à notre sens. Et concernant la phase 4, qui est la phase de conception et de choix des actions, la conception doit être au service des objectifs qui ont été préalablement fixés et prendre en compte la question des usages. La démarche préconise que les esquisses et dessins soient une traduction des actions elles-mêmes définies en réponse à ces objectifs. La mise en place d'un processus d'évaluation environnementale en continu depuis la conception jusqu'à la livraison rétrocession du projet est garante des meilleurs choix pour limiter les impacts négatifs de l'opération sur l'environnement. Donc cette quatrième phase correspond à l'élaboration du plan, à l'obtention du permis et au début des travaux. Donc, Étienne, on va et revenir. Nicolas, je vous laisse illustrer. Voilà, sur les cas pratiques. Donc, on part de notre diagnostic, on sait quand est-ce que les parties interviennent. Et donc, au travers des thématiques, des grandes thématiques du diagnostic, on sort les plus gros enjeux. Et donc, du coup, ben là, on les traduit en enjeux et on décide d'objectifs entre les parties prenantes. En fait, c'est là où il y a une itération et un processus de décision. Donc, sur l'exemple de Frouzens, pardon, il y avait la question, donc on avait diagnostiqué donc l'axe central qui est une trame vraiment verte, enfin, bleue au départ en tout cas, puisqu'après on a le champ qui se rapproche. Et l'idée c'était donc de rajouter une trame verte
Et étant donné il y avait l'école, on a la future école là, qui avait un premier parc là, et vu le tracé du cours d'eau, l'objectif c'était de limiter l'imperméabilisation et donc de créer un autre poumon vert sur la commune de Frouzens, alors que l'autre est sur la commune de Villeneuve, et que ça permette d'avoir un cheminement typiquement de l'école jusqu'à Villeneuve, favorable à la biodiversité, mais aussi à la détente et pour les habitants du quartier. Donc ça a été un premier enjeu. Ensuite, l'autre enjeu important, mais ça a été tout ce qui était praticabilité des modes actifs, donc c'est tous les modes doux. Donc là, on est reparti en fait de l'accessibilité des transports collectifs et des commerces, avec l'objectif de parvenir à avoir, pour tous les futurs habitants et usagers de ce nouveau quartier, en fait, un service, un transport collectif à moins de 500 mètres. Donc on a commencé à réfléchir du coup et à s'imposer des choses sur les profils types. Voilà. Donc là, on n'a pas encore le plan global, mais on le voit qui petit à petit arrive. Et donc après, le guide là sur les indicateurs quartier durable vous propose des modes de calcul qui sont intéressants pour faire une comparaison entre plusieurs scénarios. Donc c'est un système de pondération. Donc là, voilà, vous avez là typiquement, il y avait 80% des voiries du projet qui étaient avec des modes doux, plus à côté on avait des modes doux uniques avec des liaisons directes autour du canal. Ensuite, l'autre enjeu, ça a été tout ce qui était énergie renouvelable. Donc là, il y a eu des enjeux et des décisions d'objectifs, notamment de basculer tout l'éclairage des espaces communs en solaire. Donc ça a été, ça a discuté, et puis à un moment, on a tranché, on a dit, on va pas consommer de l'énergie, on va être en autonomie. Et on est intervenu aussi au niveau des bâtiments avec donc on va être en RE 2020, hein, tous les bâtiments sont sur la nouvelle norme, mais il y a 500 à peu près logements, enfin, il y a un peu moins de 500 logements, et il y en aura quasiment 200 qui seront labellisés HQE ou similaires, donc, qui vont au-delà de la norme. Ensuite, il y a eu la question de tout ce qui est densité du bâti. Donc là, on sort un peu de l'environnement pur. La particularité, c'est qu'on a un environnement très, très, très pavillonnaire tout autour qui existe. Voilà. Donc, on a essayé de préserver au maximum sur les franges. C'était le choix et puis une demande forte et normale de la collectivité d'avoir la densité la plus faible en périphérie. Et ce qui a permis après, par contre, au centre et le long des axes principaux, de monter jusqu'à R+2 plus comble. Alors, ça a été aussi un autre débat, ça, jusqu'où on montait. Parce que les services de l'État, ça les aurait pas dérangé que ça monte un peu plus. Après, voilà, c'est avec la collectivité, la population, où il y a eu quand même pas mal d'allers-retours. Et ça s'est arrêté sur un R+2 plus comble. C'était pas du R+3. Et finalement, quand on met tout ça bout à bout, on finit par arriver à en faire notre plan de masse, un peu général. Voilà. Donc là, on le voit, on a une allée principale, on a vraiment la traversée là, le long de la canalette, le parc, qui est plus tout à fait comme ça, mais avec les aires de jeu, aires détente. Voilà, la collectivité souhaite à terme pouvoir faire des petites manifestations, des petites choses. Donc sur les 9,5 hectares là, de foncier, il y a 1,5 hectare là, qui sont au centre et avec le parc. Donc ça a été l'une des bonnes discussions puisque c'est pas, enfin, on va dire c'est pas utile d'un point de vue foncier. Et après, donc on retrouve de l'habitat individuel en bande et pavillonnaire contre les pavillons. Et on a en fait tous les bâtiments collectifs qui se situent au plus près des axes structurants. Voilà, donc si on change, on change un peu d'échelle, là. On a la petite opération rurale d'Avignonnet. Donc là, on avait nos thématiques initiales. Alors, bon, je suis désolé, on ne voit pas bien, mais en gros, vous avez l'état initial, on en déduit les enjeux pour chaque thématique, et derrière, on le traduit en objectifs
Et surtout, on priorise les objectifs. Ce que je vous ai un peu montré sur Fusens, où à un moment, on est obligé en fait de prioriser, de faire remonter certains objectifs par rapport à d'autres. Donc là, on l'a traduit, là, les objectifs, en fait, sur une vue d'ensemble, avec le premier, c'était de conserver la vue, là, puisqu'en fait, ça fait un peu comme un talweg. Donc on a une vue sur les coteaux du Lauragais, là, qui était assez prenante, et qu'on retrouve en fait à l'intérieur du village. Donc ça, c'est typiquement avec l'architecte des bâtiments de France et la collectivité où on a défini, ça c'était un axe structurant. Ensuite, la commune, ce bâtiment, elle souhaitait le conserver pour ses ateliers municipaux et le foyer des jeunes. Donc on a identifié qu'il y avait un enjeu là sur l'accès là, parce que du coup ça faisait un accès, c'était forcément là qu'on pouvait accéder à l'opération. Donc il y avait un nœud. Le City Stade a été positionné finalement un peu en retrait parce qu'il y avait là il y a quelques habitations existantes. Donc l'idée c'était pas forcément de le coller pour les questions sonores, donc l'éloigner un peu, mais avec un accès direct au foyer des jeunes qui est sur ce côté-là du bâtiment. Là du coup, donc ça a permis de définir la zone d'habitat, la zone un peu activité, la zone loisir. Et donc au centre, on a conservé cette partie-là pour faire un petit espace de rencontre accessible à tous. Ensuite, dans le diagnostic, on avait analysé qu'il y avait une zone un peu en friche là, et qui finalement avait des orchidées sauvages. Enfin, il y avait toute une zone de biodiversité. Donc l'objectif, c'était de le protéger à ce niveau-là. Voilà. Donc, tout ça, ça s'est retraduit graphiquement. Et bon, ben voilà, là, on le voit un peu plus zoomé. Ça fait une sorte, on peut dire, d'OAP, mais multithématique et concerté. Voilà. Et après, ben, la phase d'après, c'est on passe au permis d'aménager avec les notions de bâti, les liaisons douces. Et donc, on retrouve notre plan de masse avec les circulations périphériques, la circulation centrale, qui est traitée plutôt en zone de rencontre parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements. Voilà, et on retrouve du bâti en front de rue pour rappeler en fait le hameau à côté. Ça fait un peu esprit corps de ferme, on va dire. Voilà. Et je laisse Nous, la parole à Antoine. pour la phase 3, on a établi une charte, défini une charte pour un aménagement durable et responsable. On a établi un diagramme de Venn à l'intérieur pour pouvoir combiner le social, l'environnement et l'économie, comment tout cela pourrait bien cohabiter au sein d'un quartier. Et ensuite, on peut passer à la suivante, voilà, on a établi tout un tableau de bord où sur ce tableau de bord, on reprend les 19 thématiques réparties dans les quatre grands chapitres d'engagement, où sur ces thématiques, en fait, on hiérarchise par ordre de priorité et d'importance. On s'inscrit des objectifs, les actions qu'il faut qu'on fasse. On se met un indicateur et on cible notre performance. Et ensuite, on définit les différentes étapes par rapport à ça. Et donc, avec ce tableau de bord, du coup, en échange avec également la commune de Kingersheim, nous avons pu élaborer notre plan de masse pour arriver justement sur la phase 4 pour pouvoir déposer le permis. Donc, où là, vous voyez du coup notre plan de masse avec sur la partie ouest plutôt le secteur maison individuelle et sur la partie est, du coup, la partie avec les collectifs où on pourra se trouver tout de suite à l'entrée du lotissement un magasin de proximité, un pôle médical et des collectifs d'habitation. Cette partie collective et la partie maison individuelle sont séparées par une liaison douce et ne peuvent pas être liaisonnées en véhicule. Vous voyez la liaison douce ici. Donc, pour la partie maison individuelle, on rentre par la rue de Cherbourg. Et pour la partie collective, l'accès se fait par la rue de Guebwiller. Sur cette friche industrielle, il y avait également l'Odolerbachlein, donc la rivière qui passe, que vous pouvez voir le long des habitations, là, au nord du projet. Et en fait, cette rivière, à un moment, elle était
canalisé sous les bâtiments, complètement enclavés sous des dalles en béton. Et dans notre cadre de réaménagement, on a décidé de réouvrir, complètement démolir ces cadres en béton pour pouvoir, voilà, pour pouvoir remettre à l'air ce ruisseau. Donc vous le voyez, puis il passera le long des bâtiments collectifs. La gestion des eaux pluviales se fait par infiltration, donc plus naturelle, donc en surfacique. Donc ce plan, ensuite, on a déposé le permis d'aménager qui a été obtenu. Donc là, je vous ai mis une vue également en 3D de ce que vous pouvez voir, la représentation du quartier dans son environnement existant. Donc avec au fond, plus la partie maison individuelle, on voit à l'avant effectivement un peu de maison, une maison collective, et puis à l'avant, les gros collectifs avec magasins de proximité et résidence senior, pôle médical. Donc, avant de vous détailler les 2 dernières phases, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait nous poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à la fin du webinaire. Donc, la phase 5 correspond à la phase de mise en œuvre du projet. Et pour s'assurer de la mise en œuvre des objectifs d'aménagement durable, des règles peuvent être incluses dans le dossier de réalisation de ZAC ou dans le règlement du permis d'aménager, qui sont des documents à portée réglementaire. Et la phase 6, qui est donc la dernière phase, la phase de bilan et de capitalisation, elle arrive bien sûr à la fin du processus et c'est une phase à part entière dans la méthodologie puisqu'il s'agit de prendre en compte le temps d'un bilan partagé pour en tirer des enseignements et capitaliser les expériences sur la démarche de l'opération afin de s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. Et dans cette logique, l'aménageur peut être amené à réfléchir à l'internalisation de certaines compétences nouvelles en son sein et la collectivité à une restructuration de ses services ou à une application plus générale de certains aspects de sa méthodologie. Donc, je vais laisser la parole peut-être plutôt à Nicolas sur ces phases. Donc nous, là, en phase 5, mise en œuvre, donc on a demandé à toutes les entreprises, effectivement, de nous remettre leur plan d'assurance qualité, nous permettant de vérifier le bon déroulement des travaux, qu'ils ont bien pris en compte notre démarche de certification HQE. Et en parallèle de ça, je vous ai mis l'exemple des 2 documents qu'on leur a joints lors de la consultation des entreprises, c'est-à-dire une charte qui prenne connaissance de notre charte de chantier à faible nuisance. Donc, voilà, réduire les différentes nuisances qu'il peut y avoir sur un chantier, nuisances sonores, poussière. Et on leur a également demandé et fait signer une clause de dynamique sociale et développement économique, c'est-à-dire en leur demandant, dans le cadre de leurs travaux, de prendre des stagiaires, des contrats d'apprentissage et également des insertions sociales. En plus de leur demander à favoriser les circuits courts avec les différents acteurs locaux, par exemple, aller chercher les matériaux de construction provenant des sites proches du chantier, location de matériel proche et pas aller à l'autre bout de l'Alsace, voilà, pour aller chercher quelque chose. Et donc, sur la slide suivante, je vous ai mis voilà, des photos du chantier actuellement. Donc, sur la première photo, on voit encore les pelles de démolition. Donc, c'était les derniers bâtiments en train d'être démolis. Sur la photo du bas, on voit toute notre phase dépollution. Sur ce secteur, sur cette friche, on a choisi de faire une dépollution à l'aide de biotertres. Donc, en fait, c'est des terres polluées qui sont stockées en bande. Vous le voyez en bas sur la photo avec les bâches noires dessus, où par un procédé, les terres sont mélangées. Il y a
d'un procédé avec de l'amendement de durée et ensuite des gaines passent à travers ces tas et sont aspirées. Et en fait, c'est les bactéries qui dépolluent ces terres. Donc ça, c'est sur une durée de 6 à 9 mois. On voit à côté le trou ici où la pollution était concentrée, essentiellement de la pollution à hydrocarbures. Donc tout ce tas a été dépollué et à chaque fois, il y avait des tests sur sur les, euh, sur les côtés pour vérifier que la pollution s'étalait pas plus loin. Donc ça, là où il y a des pollutions, c'est la partie où il y aura les collectifs. Et vous voyez sur la droite de la photo et sur la photo de dessus, les travaux de VRD qui avancent sur la partie maison individuelle, où là, on n'avait pas de souci de pollution. Donc en fait, la priorité, c'était maison individuelle avec travaux de voirie, euh, VRD classique. Et donc aujourd'hui, euh, le trou de dépollution a été complètement remblayé et les travaux de VRD avancent sur cette partie. Et là, les tas de biotertres resteront encore, encore 3 à 4 mois jusqu'à ce que les résultats d'analyse de la dépollution soient satisfaisantes. Et ensuite, ces matériaux seront réutilisés en matériaux de remblai pour les structures de voirie. Très bien, merci, merci Étienne, merci Nicolas. Donc voilà, comme vous l'avez vu, ce système de management opérationnel vous permet d'avoir une démarche structurée pour travailler sur l'amont de vos opérations et en vous appuyant également sur nos différents guides et indicateurs qui vous permettent vraiment de continuer à structurer la démarche. Peut-être que ce qu'on peut préciser, sauf si je ne me trompe, mais les deux projets présentés par Étienne ne sont pas des projets certifiés HQE. En revanche, le projet présenté par Nicolas, lui, est un projet certifié HQE. C'est bien ça? Oui, HQE, aménagement durable, c'est Oui, ça. tout à fait. Mais en sachant que la méthodologie reste la même. Alors, on peut essayer de partager à l'écran le cadre de référence. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, c'est un document qui est disponible sur le site hqegbc.org. Comme tous nos documents, comme tous nos travaux, ils sont accessibles, libres d'accès pour tous, puisque voilà, l'objectif, encore une fois, c'est que vous puissiez euh, vous en servir à tous les niveaux de vos projets. Donc ici, le cas de référence. Et je vais partager. Je l'ai mis aussi, SMS. pardon Rachel, je l'ai mis aussi dans les liens, donc les 3 documents, le cadre de référence HQ Aménagement, le guide pratique pour la réalisation des quartiers durables avec les 19 indicateurs d'aide à la décision et bien sûr l'essentiel du SMO. Du SMO, oui. Et donc il y a 2 questions. Je ne sais pas si tu les vois, Rachel, ou pas. Ou sinon, je peux le lire. Donc, les référentiels sont accessibles sur notre site internet et nous les avons mis dans le chat. Et puis, on pourra bien évidemment vous envoyer nos coordonnées si vous souhaitez approfondir certains points et poser quelques questions. Et on pourra vous renvoyer les documents par mail également si vous le souhaitez. Alors, il y a une question Oui. Une sur fois l'après, un peu. C'est-à-dire, une Oui. fois que les 6 phases sont obtenues,
La sixième, c'est la capitalisation, donc elle intervient effectivement 1 an, 2 ans après. C'est un retour d'expérience. Ça, c'est prévu depuis le départ chez HQE, c'est de ne pas s'arrêter au projet, mais de faire un retour d'expérience et de constater ben, s'il y a des choses qui ont mieux marché, ou d'autres moins bien. Voilà. Notamment, ça permet d'intégrer la partie gestion. Alors, c'est pas le cas sur l'aménagement, mais il y a toute une partie vie du bâtiment. Il y a des certifications vie du bâtiment chez HQE justement pour certifier au-delà du projet de la construction. Oui, dans le chat, plusieurs demandes d'envoi des documents. Donc, si vous nous avez bien laissé vos adresses mail lors de l'inscription, on pourra vous les transmettre avec plaisir. Après, ce qu'on a essayé de montrer, alors je ne sais pas si c'est assez bien ressorti, mais c'est que la démarche, voilà, elle peut s'adapter à des toutes petites opérations, à des grosses opérations, à des opérations de lotissement, bâti, mixte, euh, pas que du logement, de l'activité aussi. La certification, elle porte sur la démarche. Donc, c'est vraiment un guide pour accompagner et permettre d'avoir un peu sa petite liste en fait d'actions à mener et son déroulé. Maintenant, ça fait une dizaine d'années là qu'elle est arrivée à maturité. Et donc, ça permet voilà, d'avoir ce plan de guide, en fait, c'est ce déroulé euh, voilà, en passant d'une étape à une autre. Le plus dur, c'est presque de ne pas sortir de plan au départ. Donc, je sais que sur la petite, là, sur Avignonnet, j'ai dû leur faire attendre 4 mois avant qu'ils aient une esquisse. Et ça a été un peu rude. Mais ça permet de se concentrer sur voilà, l'objectif, les thématiques, et finalement, après, le plan vient naturellement. Il y a deux nouvelles Deux questions, oui. 3 nouvelles questions. Alors, une première question, est-ce que vous avez eu des financements par des programmes européens? Alors, pour Kingersheim, non, pas européen. Par contre, on a eu des subventions de l'ADEME dans le cadre de notre dépollution et également des subventions de l'agence de l'eau Rameuse pour la renaturalisation de leur baseline et l'infiltration des eaux pluviales. Voilà, désimperméabilisation du site. Oui, c'est pareil sur Frozen, on a des financements parce qu'il y a aussi des chaufferies bois collectives. Enfin, on a des financements propres, mais pas au niveau européen. Une autre question dans le cadre du projet de Kingersheim. L'objectif de certification était-il souhaité par la collectivité ou par l'aménageur? Plus globalement, est-ce qu'une collectivité qui n'a pas la maîtrise foncière peut exiger une certification sur une opération d'aménagement? Alors pour cette question, c'était plutôt nous en tant qu'aménageurs qui voulions la certification HQE, mais comme de début, on a échangé avec la commune bien en amont pour leur dire qu'on souhaitait candidater à cette certification. Voilà. Pour la deuxième question, là, je ne saurais pas vous répondre. Est-ce que la collectivité peut nous imposer ou nous exiger une certification sur l'opération d'aménagement? En théorie, non. En pratique, après, ça peut être plus délicat. Après, par contre, dans son document d'urbanisme, elle peut imposer une démarche, une analyse multicritère. Voilà, elle peut imposer des choses, mais elle ne peut pas imposer une certification précise. Euh, le coût des opérations, c'était ça la question en fait. Oui. C'était le surcoût en fait par rapport à. C'est ça? Je ne sais pas qui a posé la Pour le question. coût, nous, coût de travaux, on est aux alentours des 2 800 000 euros. Voilà.
Mais tous les lots confondus, VRD, dépollution, espace vert, réseau sec, contrôle extérieur. Voilà. Et ben, nous, Fouzens, il y a 5 millions avec le parc et tout. Et il y a 1 million et demi à l'extérieur via du PUP, du projet urbain partenarial, donc qui finance en partie l'école, gymnase, voilà, d'autres équipements collectifs. Et sur Avignonnet, là, c'est tout petit. Là, on était sur 150 000 euros, hors City Stade. Sinon, ça faisait 200 000. Une autre question. Bonjour, peut-on certifier une serre bioclimatique HQE en tant que bâtiment ou démarche de conception? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement, Juliette va pouvoir m'aider. La certification, elle peut être partielle, je crois, hein. Donc, normalement, ou pas. Il me semble que oui, mais, ça Comme tu demande auras quand même une vérification Oui, une auprès des vérification. certificateurs. Mais Tout à normalement, fait. c'est partiel. Il me Après, ça semble que sera marqué que la certification, elle est partielle, par contre. Voilà. c'est ça, mais sous réserve de vérification. Autre question. Quelle technique pour la dépollution y a-t-il de l'innovation? Alors, sur Kingersheim, on a choisi la technique des pollutions, comme je vous disais, biotherm, où tout ce qu'on a évacué reste sur place. Alors, par contre, ça nous bloque du foncier. Mais par contre, ça nous évite tout ce qui est transport de camions, pollution qui peut y avoir, émissions carbone dues à cette évacuation, en plus de devoir par la suite ramener des matériaux pour emblayer nos voiries, alors que là, on prend ce qu'il y a sur site, on le dépollue sur site et on peut le remblayer sur site. Donc, il n'y a pas de mouvement de terre, j'ai envie de dire, hors du chantier. Et donc, ça, c'est la technique qu'on a choisie. Autre question. Peut-on faire de la HQE aménagement lors de rénovation ou doit-on systématiquement détruire pour reconstruire? Alors, je ne sais pas, Nicolas, si vous vous étiez posé la question sur Alors, certaines parties. sur Kingersheim, on n'a pas le cas. Effectivement, tous les bâtiments ont été démolis. Par contre, on est en train de répondre à une autre certification HQE, aménagement durable, sur une autre friche industrielle qui est de 6,5 hectares, donc qui est plus grande que Kingersheim, où là, on a des bâtiments qu'on conserve et qu'on doit, des bâtiments qui seront démolis et reconstruits à l'identique, ou des bâtiments qu'on doit conserver qui seront réaménagés. Donc on a un peu de démolition, on a de la démolition ou reconstruction à l'identique et de la conservation et réhabilitation de bâtiments. Et on est sur, du coup, une friche plus grande, mais le principe, j'ai envie de dire, reste le même. On a également un cours d'eau qui passe, qui est complètement fermé sous des dalles béton, qui va être également réouverte. Donc avec une partie à l'avant plutôt collectif, résidence senior. La commune nous a également demandé de garder un bâtiment pour pouvoir y créer un musée sur la Première Guerre mondiale. Et sur la partie arrière du site, on aura une cinquantaine de parcelles de maisons individuelles. Dans les indicateurs, il y a un indicateur justement sur la réhabilitation, ce qui pose la question de on détruit ou on détruit pas, ou on réhabilite. Ensuite, une personne aimerait avoir un exemple de rapport détaillé de projet ayant reçu la certification HQE après la réalisation, pour bien comprendre la démarche et le suivi de la réalisation jusqu'à l'obtention de la certification. Donc, Nicolas, je ne sais pas si vous accepteriez qu'on vous mette en relation. Bah oui, pourquoi pas, ouais. Voir exactement. Et dernière question, avez-vous eu des cas de multi-certification, notamment avec le label Osmose? Je ne sais pas si vous en avez Non. eu. Non. Non, on a fait du croisé des fois avec au quartier HQE, mais pas avec Osmose.
Mais Juliette, Peut-être que il faudrait peut-être orienter Voilà, c'est vers ce que j'allais Certivea, dire. je pense, parce qu'il y a des cas hein, de Oui, multi-certification avec Osmose et d'autres certifications. Donc là, je tout à fait. pense qu'il faut mieux effectivement contacter Certivea. Oui, peut-être que lorsqu'on enverra la présentation, on pourra ajouter les coordonnées de à fait. Certivea pour HQE Aménagement et Cercal pour HQE Bâtiment, pour ceux qui sont également Les intéressés. résidentiels, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, nous n'avons pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors moi, j'avais Ok. juste, par rapport à la question de Joël Adjil, le rapport détaillé, parce Oui, que en fait, pour le HQE aménagement qu'on répond, c'est pas un dossier qu'on complète un rapport. C'est en fait, il faut qu'on prouve avec des pièces, différentes choses. Donc, c'est plus un dossier global avec des pièces concrètes, des pièces, des échanges de mails qui ont pu avoir, des captures d'écran, des choses comme ça, plutôt qu'un rapport, on va dire, qui fait 30 pages où on répond à différentes questions. Voilà. parce qu'il faut apporter la preuve de... Oui, c'est ça. En De la fait, démarche. on a un dossier de suivi opérationnel où on a les différentes phases d'un script avec les différentes pièces qu'il faut qu'on puisse prouver, justifier. Et donc ensuite, c'est lors de notre audit, voilà, on montre ces pièces et qu'on puisse justifier à l'auditeur. Très bien. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que Étienne ou Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose? Non, après, Bon, faut essayer. Non, mais il faut pas hésiter à essayer. Quand on a une bonne relation maître d'ouvrage collectivité ou que c'est la collectivité qui porte et qui a besoin d'un guide, c'est un bon outil. Voilà. C'est souple, sans forcément passer la certification de suite. Non, non. Et encore une question. Est-ce que la non-obtention d'une certification a déjà été opposable juridiquement? Ça dépend ce que vous mettez dans les actes de vente, enfin s'il y a de la vente. Je sais que typiquement sur les bâtiments collectifs, quand il y a des constructions, certains, notamment bailleurs, gros, gros gestionnaires de patrimoine imposent des certifications et donc bah, si c'est marqué dedans, vous êtes obligé de l'avoir lors de la vente. C'est une des conditions. Très bien. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Donc, nous allons vous envoyer la présentation et les liens vers les différents documents qui vous ont été présentés. Et on reste évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions, éventuellement présenter ce SMO et notre cadre de référence dans vos réseaux si vous le souhaitez. Et puis voilà, on ne peut que vous inviter à entrer dans ces démarches HQE. Merci à tous. Merci, je vous souhaite une Merci. très bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.